Salut tout le monde, c'est Sandra, je vous souhaite la bienvenue sur une nouvelle capsule Éco-Truc. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à chaque semaine. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur le slow design, donc le design de nos maisons, mais de façon éco-responsable. Donc, dans les capsules Éco-Truc, vous allez avoir vraiment plusieurs volets de ce qu'est un mode de vie plus écologique. Donc, on ne sera pas simplement dans le zéro déchet. On va vraiment aller traiter plusieurs volets différents de ce qu'est un mode de vie écologique. Donc, le design éco-responsable en fait partie. Donc, je tiens à vous en jaser un petit peu. Donc, on voit que les modes ne font que se succéder. Donc, c'est facile, plutôt qu'aller prendre une imitation, vraiment aller dénicher un petit peu partout ces meubles-là qui sont des vrais meubles d'époque et de se créer un décor super actuel, mais avec des meubles qui existaient déjà, qui ont déjà laissé leur empreinte écologique. Alors, on vient prolonger leur fin de vie. Donc, si on veut se procurer des meubles éco-responsables, on a deux options réellement. On peut acheter des meubles neufs qui sont faits par un artisan local, qui sont construits à base de bois locaux, de bois massif, qui ont la certification FSC, donc au niveau des gestions judicieuses des forêts. Par contre, il faut s'attendre à ce que ce soit relativement cher, ces produits-là, quand c'est fait localement par des artisans, parce que nos artisans ne sont pas sous-payés. Donc, tout le monde a son rôle à jouer, que l'on soit plus ou moins fortuné. On est tous à quelque part là-dedans, puis on est tous capables de faire des choix judicieux et éco-responsables. La deuxième solution, pour tous les budgets, vraiment, il y a plusieurs possibilités. Ça sera d'aller trouver des meubles, bien sûr, qui sont usagés. On va aller donner une deuxième vie à un meuble que quelqu'un veut se départir. Quand je parle de meubles seconde main, c'est pas nécessairement des antiquités, c'est des fois juste des meubles qui peuvent être des meubles Ikea à la limite. Par contre, quand on le prend de seconde main, il s'agit d'un geste écologique. L'empreinte écologique de départ a déjà été faite. Et ce qu'on veut, c'est étirer au maximum pour retarder la fin de vie. Donc, tous les meubles sont vraiment inclus quand je parle de meubles usagés. Donc, des sources pour avoir des meubles usagés, Kijiji, les packs, les antiquaires évidemment, des commerces de partage. Il y a les réseaux sociaux qui sont une source importante. Le bouche à oreille, soyez à l'affût pour voir s'il y a des occasions comme ça qui se présentent à vous. Et, oh my god, dernière place où on peut se trouver ce type de meubles-là, c'est dans les poubelles. C'est incroyable ce que les gens mettent à la rue. Parfois, je vous avoue que ça me fait mal au cœur de voir ça. Les gens les mettent à la rue et ça se retrouve dans un dépotoir. Donc, c'est vraiment pas l'endroit où ça devrait se retrouver. C'est important que vos meubles, si vous voulez vous en départir, vous allez les porter, vous faites l'effort d'aller les porter dans des organismes de partage et souvent, ils ont même des façons de venir les chercher chez vous. Si vous allez prendre une marche la journée des poubelles, honnêtement, vous pouvez trouver des trouvailles incroyables. Pitié, pitié, allez porter ça au bon endroit, mais probablement que si vous êtes sur la page Éco-Truc, vous avez déjà cette sensibilisation-là, mais au cas où, peut-être qu'on convaincra une personne. Grâce à ces meubles-là, on va pouvoir développer un décor qui va être unique, qui va être personnalisé et qui va être chaleureux chez soi et surtout qui va être très écolo et éco-responsable. Si vous achetez des meubles avec des composés organiques volatiles, eh bien c'est le premier acheteur qui en a hérité à sa maison. Donc pour vous, vous êtes correct de les prendre en seconde main. Si vous n'avez pas envie d'un décor d'époque avec des meubles antiques, alors là, l'astuce, ça va être d'aller jouer vraiment avec les époques. On va aller jouer avec des meubles très anciens en métissant des objets vraiment actuels. Vous pouvez modifier vos meubles. Vous pouvez oser des tissus complètement flyés, donc amusez-vous avec ça. Créez votre chez vous personnalisé et vous serez d'autant plus éco-responsable par le fait même. Comment revaloriser nos meubles, les actualiser au goût du jour? Il y a 3 options qui s'offrent à nous, dont le rembourrage. On aura une rencontre avec une artisane du rembourrage. J'ai hâte de vous montrer ça, elle fait des choses exceptionnelles, donc ce sera une capsule ultérieure. La deuxième option, ça va être la transformation, donc on peut aller peindre un meuble carrément, mettre du papier peint, on peut s'amuser avec dans le fond, plutôt que de le changer, de modifier. Et ça peut se faire à plus qu'une reprise, donc c'est pas parce qu'on le peint une fois qu'on peut pas le retransformer quelques années plus tard si on a le goût de changement. Donc, on va aller rencontrer une artiste de la peinture à la craie. Elle va nous montrer, elle va nous faire un DIY, elle va nous donner plein d'informations sur comment ça se réalise. Elle va nous montrer exactement comment utiliser la peinture à la craie. Donc, j'ai très hâte d'aller la rencontrer, de vous la faire connaître. Et la troisième option sera la restauration. Donc, parfois, on a des meubles d'époque qui sont d'extrêmement bonne qualité. On ne veut pas nécessairement les modifier trop parce que ça nous fait mal au cœur, dans le fond, de les transformer. Mais on voudrait s'assurer de faire réparer certains petits défauts s'il y a des choses qui se sont brisées ou abîmées au fil du temps.
Donc, la restauration est un art très intéressant à redécouvrir. Donc, aujourd'hui, je vous amène rencontrer une artiste de la restauration. On s'en va à son atelier. J'ai très hâte de vous retrouver là-bas. Alors, nous y sommes, l'endroit que je vous avais parlé tout à l'heure. Nous sommes chez Eve. Pas chez toi, mais à ton atelier. Ah ouais, c'est presque pareil. T'es toujours ici. Je suis toujours ici. Donc, Eve Sapina, qui a le nom de ta boutique? La mémoire de l'artisan. On est à Saint-Jean-sur-Richelieu. La mémoire de l'artisan, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que tu fabriques? La mémoire de l'artisan, c'est un atelier de restauration de meubles, rembourrage. En fait, c'est un atelier boutique. Autant on va montrer aux gens comment faire certains projets, comment restaurer leurs meubles, comment refaire des finitions, qu'on les fait aussi. Donc, on offre le service de restauration, on offre le service de rembourrage. Donc, c'est vraiment ce genre de service-là qu'on va offrir, autant en montrant aux gens à le faire ou en le faisant nous-mêmes. Fait que là, on peut apporter nos meubles. Tu as une banque de meubles, dans le fond, que tu restaures et que tu peux vendre tout simplement si quelqu'un a un coup de cœur. Puis on peut venir ici pour prendre des cours. Tout à fait. Donc, des cours de... peinture au lait, petite restauration. Donc, les gens amènent une pièce. Chaque personne va avoir... C'est des groupes. Donc, chaque personne va avoir une pièce différente où est-ce qu'on analyse chacune des pièces. Fait qu'on voit plus que juste notre meuble. Finition à l'ancienne. Donc, vraiment où on analyse différentes techniques, différents finis pour avoir un meilleur choix sur ce qu'on veut mettre, ce qu'on veut utiliser sur la pièce qu'on veut faire. Il va y avoir un rembourrage cette année qu'on essaye. On va avoir hâte de voir ce que ça va donner. Un petit projet de rembourrage. Tressage de fond de chaise, et puis je pense que c'est ça. Wow! Tressage de fond de chaise aussi, c'est une belle alternative que j'ai découvert dans le fond. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de beaux projets. C'est certain que tu vas me voir dans tes cours. Super, t'es la bienvenue. OK, donc toi, tu as une formation. Oui, je suis ébéniste de formation et rembourreur, donc j'ai les 2 diplômes. OK. Selon toi, pourquoi ça vaut la peine de restaurer des meubles qu'on a ou qui existent, dans le fond, qu'on trouve? Il y a plusieurs raisons pourquoi ça vaut la peine. On est à l'ère de la consommation rapide. Quand tu achètes du neuf, malheureusement, le mot d'ordre, c'est de dire que ça dure de 3 à 5 ans. Passer ça, c'est plus bon. Puis même souvent, même avant ça, on regarde des fois dans le rembourrage, les gens achètent des fauteuils qui ont payé très cher. Et c'est pas du foam qui est à l'intérieur, c'est un genre de polyester. Et ça se tape au bout de 3 mois, 6 mois, t'es plus bien sur ton fauteuil. Donc, même chose pour les meubles en bois, la confection, la structure est beaucoup plus solide à l'époque que ce que tu vas acheter aujourd'hui, qui est souvent des agglomérés, du presswood, des choses comme ça, du plaqué sur du presswood. Donc ça, c'est des résidus de bois, dans le fond, collés ensemble? Oui, avec une fine couche de plaquage, malgré que le plaquage existe déjà depuis très longtemps, ça fait une centaine d'années, mais à l'époque, c'était plaqué sur du massif, sur du bois franc. Tandis que maintenant, c'est plaqué sur de l'aggloméré, sur des particules de bois. Donc, les structures valent la peine. Juste ça vaut la peine qu'on décide de restaurer plutôt que d'acheter du neuf. Des fois, ça suffit de changer de couleur, de changer quelques motifs, quelques accessoires, un peu la forme même de l'objet, et on le réactualise très facilement. Donc, ça vaut vraiment la peine. Oui, c'est ça. Tantôt, on va aller vous montrer en fait ton atelier en arrière. Mais tu as vraiment une table dont tu as récupéré une partie de structure, mais tu allé mettre un autre dessus, rallonger les pattes. Donc vraiment, tout se fait. Tu vas nous montrer ça. Tout se fait, oui, tout se fait. Donc toute la récupération qu'on peut avoir, les pièces des fois qu'on peut trouver dans les poubelles réadaptées, on peut tellement faire des petits bijoux, des pièces uniques avec des choses que les gens pensaient pas qu'ils pouvaient avoir encore de l'intérêt. Donc, on peut vraiment refaire des choses vraiment, vraiment intéressantes puis qui vont être personnalisées à la personne, aux besoins de ce qu'elle a. Fait que dans le fond, quelqu'un qui est un peu en mal d'idée, il y en a qui sont plus créatifs, il y en a d'autres qui le sont moins. Donc, si c'est votre cas, d'amener une pièce que vous dites, il me semble qu'il y a quelque chose à faire avec ça, mais quoi exactement, ils savent pas, ils peuvent te l'amener, puis toi, tu vas comme donner des idées. Moi, je peux donner des idées, mais je te dirais qu'une des banques d'idées les plus géniales qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est Pinterest. Oui. Ça, si tu es en mal d'idées pour la récupération de meubles, pour te donner juste, OK, qu'est-ce que ça donnerait dans une autre couleur, une autre forme, une autre... Y a-t-il quelque chose qui peut ressembler à ça? Selon moi, Pinterest est vraiment un must pour réussir à restaurer et à redonner une nouvelle vie à un objet. C'est là qu'on va chercher beaucoup d'idées, je pense. Très d'accord, je suis accro. Donc, je vais vous mettre une couple d'images aussi
de Pinterest pour avoir quelques idées. Je vous ai montré en fait ma table que j'ai chez moi, 1945. Merci Dolo de m'avoir vendu cette belle table. Vraiment, c'est une 1945, donc elle est exceptionnelle pour moi. Par contre, le dessus est un peu problématique. Là, dans le fond, je vais vous montrer certaines images. Mais je veux voir un peu qu'est-ce que ça peut représenter comme coût de vouloir le restaurer, dans le fond, ce meuble-là. Les gens, des fois, ils pensaient pas que ça peut coûter aussi cher la restauration. Ils sont un petit peu choqués des fois quand on leur donne le budget d'une restauration parce que c'est pas parce qu'un meuble vaut cher, c'est pas parce qu'on l'a trouvé dans les poubelles qu'une restauration vaut pas cher. Souvent, ça va coûter à peu près le même prix que de racheter du neuf. Sauf que ce que je disais tout à l'heure, racheter du neuf veut pas dire avoir quelque chose de qualité. T'as des pièces qui sont désuètes, qui sont plus très belles, mais qui, au niveau de la structure, sont importantes, sont solides, valent la peine d'être restaurées, versus un meuble que tu vas acheter en magasin, qui t'offre pas, qui va durer 3 ans, qui va durer 5 ans, qui ne fitera peut-être pas tout à fait dans ton décor. Tu vas le prendre parce que des fois, bon, ok, c'est plus actuel, le look est intéressant, mais ça ne sera pas nécessairement la forme que tu as besoin, ça ira pas nécessairement avec ton décor. En plus, quand tu le fais restaurer, on le personnalise. On le fait selon tes couleurs, selon tes besoins, selon... Ça devient ta touche à toi. Puis ça, tu peux pas le trouver en magasin. Fait que oui, une restauration vaut à peu près le prix de racheter du neuf, mais avec tellement plus d'avantages que tu es gagnant en bout de ligne de toute façon quand tu fais une restauration. C'est durable, c'est personnalisé. C'est unique aussi, c'est pas un décor qu'on va retrouver chez le voisin, puis l'autre voisin, puis l'autre voisin. Exactement. Donc on crée vraiment quelque chose qui est personnel, puis en étant durable, dans le fond, on est vraiment dans l'écologique, parce que ce qu'on veut justement, c'est que de pas remplir les dépotoirs d'objets qui peuvent être réutilisés. Puis ça se trouve plus, là, pour moi, c'est vraiment de l'art ART, mais de l'art OR aussi, parce que ça se trouve plus, ces choses-là. C'est vraiment des pièces uniques, c'est des pièces qui sont précieuses, il faut les conserver, il faut les revaloriser, là, parce que Exactement. ça n'existera plus. Il n'y a plus ce bois sur la planète qu'on peut se permettre d'utiliser de cette façon-là comme autrefois. Donc, c'est un petit trésor. Puis la qualité de la main-d'œuvre à l'époque aussi valait la peine. Les gens travaillaient bien, étaient minutieux, étaient perfectionnistes. Et ça donne, on le voit dans la confection des pièces, on le voit dans les détails des meubles qu'on avait à l'époque, qu'on a moins aujourd'hui. On voit des lignes beaucoup plus épurées. Oui, c'est peut-être plus des fois à la mode, mais c'est pas juste ça, c'est qu'on veut que les choses aillent plus vite en confection industrielle comme on a aujourd'hui. Il faut que les choses soient rapides, donc moins il y a de détails sur un objet, plus on peut en sortir beaucoup à la chaîne. Okay. Donc, c'est des détails souvent qui vont aussi faire la particularité d'un meuble ancien ou d'un meuble pas nécessairement ancien, il y a 20 ans tout simplement. Le meuble vaut la peine d'être conservé. On ne parle pas nécessairement d'un meuble qui a 50, 60, 100 ans. On parle juste d'il y a 20 ans, la différence avec ce que tu peux trouver aujourd'hui versus ce meuble-là des années 80, par exemple, où la confection, le solide, c'était du bois massif, c'était une vraie structure. Ouais, puis encore là, déjà, bon, on commençait à être des lignes moins sophistiquées, plus épurées, parce qu'on était quand même dans l'industrie, mais c'était une industrie où la matière était quand même importante, où l'aspect solide, on faisait des meubles pour que ça dure, en fait. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de la consommation. Donc, c'est ce qui fait la différence aussi. Oui, c'est ça. En fait, il y a plusieurs personnes qui se disent « Ah, moi, les antiquités, tout ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. » Mais il y a vraiment moyen, avec Pinterest, de trouver des belles idées où on va métisser, dans le fond, les époques. Ça, on peut vraiment se créer un décor super actualisé, mais avec un meuble qui date de certaines époques différentes, dans le fond. Hein, il y a les années plus antiquité, mais les années 70, 80, avec des meubles super épurés qu'on peut aller retravailler. Tout à fait. On peut... Juste des fois, la couleur fait toute la différence. Ben, regarde un petit peu ce qu'on a en arrière de nous entre un meuble qui est laqué noir comme ça, un meuble qui est plus peinture au lait, usé, craquelé. Tu as deux looks complètement différents, mais si j'avais mis lui noir, lui usé, craquelé, on aurait eu encore quelque chose de complètement différent. Puis ça aurait des fois cassé l'aspect antique pour lui donner plus de modernité. Donc on peut vraiment jouer soit avec la couleur, soit avec les tissus, soit avec le type de finition qu'on va utiliser sur un meuble. Si on utilise une huile versus un vernis un petit peu plus lustré, bien déjà là, tu viens soit le moderniser, soit le donner un look un peu plus antique. Fait que c'est tous des choix qu'on peut faire selon ce que tu as envie d'avoir. Est-ce que tu veux que ça devienne la pièce maîtresse dans ton décor?
ou tout simplement une pièce qui va juste être la pièce confortable, que tu ne veux pas nécessairement qu'elle clash, mais qu'elle va être là, puis tu vas l'aimer, puis tu vas la dorloter comme les autres pièces de la maison, tout simplement. Oui, parce qu'on développe souvent un gros attachement à ces meubles-là, là, dans le fond. Il y a quelque chose de psychologique, là. Ah oui, c'est viscéral. Moi, ben, on en parlait un peu plus tôt tantôt. Les pièces, moi, j'ai tellement de monde, des fois, qui rentre dans mon atelier, qui me racontent l'histoire de leur meuble. C'était un meuble qui était dans la famille ou qui était... ils savent d'où ça vient, il y a une marque de brûlure dessus, ils veulent pas que je l'enlève parce qu'ils savent tellement quand est-ce que ça s'est passé. Il y a quelque chose de très personnel dans un meuble. Ça vient rentrer dans le quotidien des gens, ça vient rentrer dans l'histoire, dans tout ce qui est mobilier dans une maison. Tu sais, ce qu'on ne croit pas rien qu'on dit le patrimoine mobilier. Ça fait partie de l'histoire de la famille, ça fait partie de l'histoire avec un grand H, l'histoire des Québécois, mais ça fait partie de notre histoire personnelle aussi avec ce qu'on vit dans notre famille, dans notre quotidien. Ouais. C'est tout ça qui se transmet en fait dans un décor qui est vraiment personnalisé et unique. Si quelqu'un a un flash là, pour retaper un meuble qu'ils ont trouvé ou quoi que ce soit, où est-ce qu'on te trouve? Physiquement, on est au 484 boulevard du Séminaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc c'est la mémoire de l'artisan. Oui, là, la mémoire de l'artisan. Okay. On peut nous trouver aussi sur Internet, donc mémoire de l'artisan tout ensemble.ca. Donc ça, c'est le site Internet. Vous pouvez aller voir un petit peu aussi. Des fois, ce qu'on a fait peut donner des idées. Oui, absolument. Puis sinon, on est sur Facebook aussi, sur la mémoire de l'artisan. Donc, vous pouvez venir me poser des questions, venir me montrer des fois des projets que vous avez. Puis on va pouvoir en discuter aussi de cette façon-là. Ça peut être intéressant. Des fois, les gens ne veulent pas déplacer leurs meubles, veulent avoir quand même quelqu'un à qui poser des questions. Mais je peux le faire aussi. OK. Donc, toi, tu es basé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, j'imagine que les gens de la région Rive-Sud, Montréal même, peuvent venir ici assez facilement. S'ils sont plus loin que ça encore, est-ce que c'est un métier qu'on peut trouver? Y a-t-il encore des gens comme toi qui font ces métiers-là? Il y en a encore, mais de moins en moins. Autant au niveau de la restauration que du rembourrage. C'est des métiers qui sont en train de se perdre, malheureusement. Par manque de main-d'œuvre. Donc la relève se fait pas. Il y a difficilement aussi de professeurs. Il y a beaucoup de professeurs qui n'enseignent plus, qui ont pris leur retraite, puis il n'y a pas eu de relève au niveau de ça aussi. Et puis le rembourrage, ça existe, mais la restauration, c'est encore plus touché parce que c'est un métier en tant que tel qui n'existe pas au Québec. La restauration, on va le voir en Europe, on va le voir aux États-Unis, on va le voir dans des pays souvent qu'on considère plus vieux. Au Québec, on est comme trop jeune en tant que pays. On dirait que les gens n'ont pas la notion de dire que c'est important de conserver son patrimoine. Non, c'est des métiers qui sont vraiment en perdition, qui sont en train de se perdre. Il y en a partout au Québec, mais de moins en moins, malheureusement. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, faites vos recherches si vous êtes un petit peu plus loin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous en trouvez, ça vaut la peine de les encourager. C'est un métier qui est en voie de disparition et qu'il faut conserver. Même chose pour les jeunes aussi. N'hésitez pas, c'est des métiers qui sont valorisés. Les gens apprécient votre travail. Fait que ça vaut la peine de s'en aller dans ces métiers-là aussi avant que ça disparaisse. Oui, je le vois, on s'est promené tout à l'heure avec Eve, puis tu sais, l'étoile dans les yeux, là, tu sais, il y a des projets partout ici, puis c'est vraiment passionnant, c'est tout unique, il n'y a pas de redondance ici, là, tu travailles pas à la chaîne. Non, c'est toujours des pièces uniques, toujours des nouvelles expériences, des nouvelles réflexions qu'on doit avoir à chaque fois quand on commence à travailler sur un meuble, là. Donc non, ça c'est pas redondant du tout comme travail. Génial. Bon, on va aller faire une petite tournée d'atelier, on vous montre ça. On vous explique certaines finitions aussi, là, que tu nous parles un peu de l'aspect écologique des produits que tu utilises. Oui, tout à fait. Cool! Allons-y! Bon! Le côté chimique du travail, c'est le côté alchimie, en fait. Quand tu dis chimie, c'est pas nécessairement toxique, là. Absolument pas. C'est plus le côté mélange. Les réactions chimiques. Les réactions de comment aller extraire de la couleur, par exemple. Déjà en partant, quand on travaille un meuble, des fois on a besoin de recréer une couleur, surtout si on travaille un meuble d'époque, qu'on doit matcher la couleur, comme on dit, qu'on doit ou refaire la couleur à l'identique, mais souvent on va travailler les méthodes qui étaient utilisées à l'époque. Donc, on peut vraiment aller chercher, si on veut rester dans les produits écologiques, moi c'est ce que je préfère, on peut aller chercher des couleurs de vraiment plein de façons, puis il y a de la couleur partout. C'est-à-dire que quand je fais une teinture à base d'eau ou à base d'alcool, plein de médiums peuvent me créer de la couleur.
autant certains bois. Surtout, ça, c'est des petits copeaux de bois. C'est des copeaux de bois, tout simplement. Je peux avoir différents bois, surtout les bois africains, c'est des bois excessivement colorés. Okay. Donc, tout simplement, avec de l'alcool, on vient récupérer la couleur du bois pour pouvoir travailler sur notre meuble. Okay. Par exemple, du padouk, qui est un bois très, très orangé. Des fois, j'ai eu besoin de faire du padouk en massif, mais mes copeaux de bois qui sortaient de ma machine, je les récupérais, puis je les faisais macérer dans l'alcool, puis j'avais une teinture. Donc, rien se perd. Fait que tu crées toi-même tes couleurs, tes teintures, puis tu vas matcher, comme tu disais, là, trouver exactement la même teinte que le meuble. Fait qu'on peut faire des superpositions, parce que la teinte à l'alcool n'aime pas tellement la lumière du jour affadie. Mais si on la met sous une teinte à l'eau, elle vient créer comme un fond qui va donner vraiment comme une richesse à la couleur, comme un meuble qui a vieilli naturellement. Fait que c'est vraiment un art, là. C'est un métier qui, dans le fond, il faut vraiment, comme tu dis, là, c'est un métier qui se perd, mais il y a des connaissances là-dedans qui ne s'inventent pas. Il faut que tu sois curieux déjà à la base. Faut que t'aimes essayer des affaires, c'est un peu comme de la popote, là. C'est comme faire à manger, faire ça ici. Okay. Donc, c'est vraiment d'essayer des choses, jouer avec la couleur, jouer avec les profondeurs, mais il y a quand même une connaissance de base de savoir qu'est-ce que tu peux mettre par-dessus quoi, puis les réactions qui vont être bonnes et moins bonnes. Donc ça, c'est important quand même de les connaître. Autant de la chicorée, du café, de la cochenille, qui est un insecte. Donc c'est de la chicorée. C'est de la chicorée. OK. La cochenille, qui est un insecte, carrément. Là, tu me mets ça dans les mains, là? Oui. Fait que là, on voit comme un ça fait du rouge. Donc, on peut le mélanger des fois, soit directement, on la prépare, on peut la mélanger au vernis, ou on peut la mélanger pour faire une préparation de couleur directement sur le bois. Donc, le brou de noix, qui est l'écorce du fruit du noyer, qu'on peut récupérer puis en faire une couleur. OK. On l'a synthétisé maintenant parce que les gens l'utilisaient tellement pour que ce soit une façon plus rapide d'être utilisé. Donc, on peut trouver le brou de noix synthétique. OK. Ça ne veut pas dire qu'il est chimique, ça veut juste dire qu'ils l'ont concentré au niveau de la couleur. Donc, elle se dilue directement dans l'eau. Elle est plus facile à utiliser directement. Oui, parce qu'elle, elle se dilue pas. Elle reste en morceaux. C'est vraiment une extraction de la couleur avec le produit, avec l'eau qu'on va utiliser. Fait que ça fait un brun très foncé, là. Pas nécessairement. Pas nécessairement. On peut vraiment jouer avec les teintures à l'eau. On peut mettre soit très pâle, soit très foncé. C'est à nous de décider. C'est vraiment personnel à comment on va l'utiliser. OK. Comme si on mettait un sachet de thé, là, on prend notre thé dense ou pas. Fort ça dépend le temps de trempage de ton truc. Ah, OK. Oui. Ça peut être du lichen, ça peut être des épices comme le curcuma, par exemple. OK. Plein de choses. Tu utilises ça pour faire des meubles. Oui, pour faire des couleurs. Génial. Au niveau des colles, en restauration de meubles, on utilise des colles animales. Ce que beaucoup d'ébénistes ou de gens ne savent pas, ces colles-là ne sont pas compatibles avec les colles modernes. Donc, souvent, les gens vont essayer de nettoyer un peu, mais il va rester de la colle ancienne dessus, la colle animale. Vont mettre une colle moderne par-dessus, ça va tenir 1 semaine, 2 semaines, et ça ne tiendra pas plus longtemps que ça. Okay. Les gens vont commencer à mettre des vis, des équerres, des clous, des machins. C'est parce que c'était pas la bonne colle qui était utilisée. OK, fait que toi, il faut que tu ailles retrouver, dans le fond, la colle qui avait été utilisée puis réutiliser la même. Super facile. Vous voulez savoir comment faire? Vous lavez avec une brosse à dents et de l'eau chaude. Si ça mousse, c'était une colle animale, tout simplement. OK. Fait que si ça mousse, mettez pas de la colle synthétique, ça ne marchera pas. OK. Fait que c'était le truc du jour. Yeah! Donc, tu as de la colle de poisson, qui était la colle la plus fréquemment utilisée pour l'ébénisterie, en fait. Toutes les colles animales, c'est tout simplement le collagène qui est récupéré. Un peu comme quand on fait bouillir un poulet, la petite mousse qui se ramasse dessus, c'est le collagène. C'est la même chose qu'ils font avec la colle de peau de lapin, qui est utilisée en dorure pour faire le gesso. On voit que t'es zéro déchet en plus. Tu moi, je récupère les peaux. Excellent. Fait que la colle de lapin. Colle de peau de lapin. Il y a de la colle d'os, de la colle de nerf, qui sont des colles instantanées pratiquement, colle contact. Donc, c'est vraiment de la colle. La seule qui est liquide, c'est la colle de poisson. Oui, la colle de poisson. Les autres, on doit les faire gonfler au bain-marie. Donc, on les fait chauffer doucement au bain-marie. On les réhumecte, puis après ça, on peut les utiliser tout simplement. Je capote. Tout un monde. Je découvre plein de choses aujourd'hui. C'est vraiment trippant. Pour faire des vernis, c'est des résines. C'est la sève qui coule des arbres. Moi, j'utilise la sève de sapin, qui est le baume du Canada. OK. Donc, je vais réutiliser dans des vernis différentes résines. Chaque résine va donner soit une couleur, une élasticité, il va donner une propriété au vernis. Donc, tout dépendant comment on utilise le vernis, pourquoi est utilisé le vernis, on va utiliser des résines différentes. La plus utilisée souvent, c'est la gomme laque,
Gumlac aussi, qui est une sécrétion d'insectes. J'allais me le mettre dans la main. Non. On en mange régulièrement dans le chocolat haut de gamme. Ah! Oui. C'est dans... OK. Oui. Fait que c'est des produits ultra naturels. C'est des OK. choses qu'on pourrait manger. Là, ils traînent ici depuis longtemps, je ne le suggérerais pas. Mais, à l'apéro, là. fait que c'est vraiment des produits qui sont des produits de base pour faire des vernis. Celui-là, c'est un vernis à l'alcool. La majorité des résines, c'est dans l'alcool. D'accord. Dans l'éther, dans l'alcool. Donc, on crée vraiment nos vernis comme on a besoin. Je vais utiliser souvent aussi de l'huile d'abrasin, qui pour moi est bien meilleure que l'huile de lin ou les autres huiles. C'est une huile qui est plus hydrofuge, qui est moins jaunie, c'est plus cicative. OK. Donc, qui sèche mieux. Donc, c'est vraiment des... Pour moi, c'est l'huile de base si les gens veulent travailler à l'huile plutôt qu'au vernis. OK. Puis sinon, on a quelque chose qui était très, très, très fréquent ici si on veut reproduire un meuble ancien, puis même faire des fois un Cette fini. planche-là? Oui. OK. C'est de la peinture au lait. Donc OK. là, on voit vraiment les étapes que j'avais fait pour tester, pour montrer. Ça peut être usé ou moins usé, c'est vraiment comme on veut. Maintenant, les gens utilisent souvent la peinture à la craie, mais on ne peut pas faire autant d'effets. La peinture à la craie étant déjà toute préparée, OK. c'est plus facile. Mais la peinture au lait, c'est une poudre comme ça qui est déjà aussi toute préparée. On a juste à rajouter de l'eau dedans. Donc, on y va avec la densité qu'on veut. On la veut plus liquide, moins liquide, selon ce qu'on veut faire, plus de crack, moins de crack, plus lisse, tout dépendant des effets qu'on veut faire. OK. La peinture au lait est vraiment géniale. Ça, c'est plus pour les pros ou quelqu'un pourrait faire ça? N'importe qui peut faire ça. Donc, c'est toutes sortes de produits qui vont être utilisés fréquemment, qui sentent rien, qui sont pas toxiques pour la plupart, à moins des ingérer par moment certains produits, parce qu'il y a des réactifs chimiques aussi qui existent. Mais sinon, c'est vraiment des produits qui sont à la portée de tout le monde. Dans un petit endroit, on peut faire des finitions avec ça. Puis c'est ça. Ça donne Sans vraiment problème. des superbes résultats. Selon moi, souvent plus beau, plus chaud, plus profond comme couleur que ce qu'on va trouver dans les trucs tout faits du commerce. OK. Génial. Donc là, on peut venir te voir pour vraiment faire restaurer notre meuble, mais Oui. aussi faire des cours. Oui. Fait que ça, c'est hyper intéressant, là, le moindrement qu'on a un petit goût de travailler les matières, puis d'avoir vraiment l'histoire de l'avoir fait, dans le fond, notre meuble. On Tout peut à venir fait, la te voir, fierté de puis tu l'avoir donnes. fait, oui. Ah oui. Ça, c'est vraiment des choses que j'explique, que je montre, puis que je vous laisse expérimenter durant les cours. OK. Génial. Donc, oui, il faut que tu transmettes tes connaissances. Ben, Hein? écoute, faut pas Ça que ça se soit... perd. Non, faut pas que ça se perde comme savoir, Ouais. là, c'est important. Fait que les jeunes, hein, si vous voulez vous mettre dans le métier, venez voir ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Ça peut vraiment donner le goût, une étincelle à quelqu'un. Là, J'espère. J'espère. Alors ça, c'est un projet que tu me parlais tout à l'heure. Je trouvais ça important de vous le montrer parce que, dans le fond, c'est vraiment un rapiessage. Totale récupération. Totale récupération. Donc, tu sais, des fois, on se dit, ah, c'est fini ce meuble-là, il n'y a plus rien à faire avec ça. Mais non, elle trouve toujours quelque chose. Cette base de table-là, en partie, était dans la terre, dans le gazon, en moitié en train de pourrir. OK. Donc, on a récupéré ce morceau-là, donc qui était les 4 pattes, et une partie du milieu. OK. On avait trouvé un plateau, j'ai fait une restauration chez un client. C'était un dessus d'îlot de cuisine en pain, mais ils voulaient de la céramique, donc ils jetaient leur immense îlot. Je l'ai récupéré. On va faire une table avec tout ça, c'est-à-dire qu'on va mettre le plateau, mais là, la partie de la base de la table était trop étroite pour le plateau. Donc, on a, avec d'autres bois récupérés, fait des rallonges au niveau de la base. Des rallonges, on a pris les deux côtés pour en faire un et on a fait un nouveau côté. Et on l'a monté parce qu'elle avait des anciennes roulettes puis on voulait pas de roulettes. Donc, on l'a monté pour qu'elle devienne une table standard. OK. Donc, tout ça mis ensemble, tous ces morceaux-là qui viennent de milieux complètement différents, qui sont récupérés vraiment, c'était in extremis, là, on pensait qu'elle était même trop pourrie la base. OK. Pourtant, le bois est magnifique. Donc, on a récupéré tout ça pour en faire une table. OK. Donc, tout peut être récupéré, autant des pièces de métal, des fois, peuvent être agencées avec du bois, peut être des morceaux de porte mis avec d'autres choses, faire des tables de cuisine, encore là, des portes. On voit aussi beaucoup les gens qui récupèrent des pièces qui sont moins importantes pour en faire des lampes, des choses comme ça. Donc, pour moi, il n'y a rien qui se perd. Tout peut être récupéré. Il suffit juste d'avoir l'idée et le besoin, Ouais. et ça se crée tout seul à ce OK. moment-là. OK. Donc ça, c'est vraiment un exemple de A à Z de récupération. Extraordinaire. Moi, je la trouve vraiment cool. Fait que ça, ici, dans le fond, on voit qu'il y a deux bois différents. Oui.
Puis toi, au niveau de la finition, j'imagine, tu vas aller... Ça va être une peinture au lait, justement, que je vais faire dans le bas avec de l'usure. OK. Puis mon plateau est en pain brun, tout simplement. Ça, tu vas le garder. Oui, si on l'a gardé, on l'a fait vernir. Donc, ça va être un dessus naturel avec une base peinte, tout simplement. Donc, ça permet de cacher. Mais la peinture au lait, en fait, est parfaite pour ça. Elle a été conçue pour, petit côté historique, quand les gens c'était des gens qui utilisaient la peinture au lait, c'est des gens qui étaient peu fortunés. Donc, ils utilisaient la peinture au lait dans l'agriculture à cause de la chaux. Ouais. Mais c'est des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, ils ne pouvaient pas se payer des meubles de luxe. Fait qu'ils récupéraient des fois les portes de un, le bâti de l'autre, les tiroirs. Mais pour agencer tout ça, bien, ils le peignaient. Donc, en plus d'être désinfectant à cause de la chaux, ça permettait d'harmoniser et de donner quelque chose d'intéressant. Donc, c'est parfait pour cette base de table-là. Ça va harmoniser des raccords qui seraient peut-être pas harmonieux, qui seraient peut-être pas beaux si j'avais juste fait une teinture. Mais avec la peinture au lait, mais ça va passer ni vu ni connu et ça devient une table qui, on a l'impression, a été conçue comme ça. Tout simplement. Extraordinaire. Si jamais quelqu'un a des meubles chez eux qui tiennent pas, est-ce qu'ils peuvent te les apporter? Dire au moins ils vont avoir une meilleure fin de vie que de le mettre sur le bord de la rue ou... Il y a beaucoup de meubles qu'on va reprendre si c'est du meuble de bois, si c'est des meubles des fois un petit peu plus anciens, parce qu'on essaie de conserver surtout les bâtis qui ont une solidité. Oui. Okay. Sinon, de l'aggloméré, des choses comme ça, des meubles un peu plus modernes. Tu peux pas tout prendre là non plus? Non, je peux pas tout prendre, mais c'est pas souvent assez solide. Ou si on fait plusieurs restaurations, ou si on déjà été fait quelque chose, des fois c'est du plaquage, c'est très mince, on le défonce. Donc, tout dépendant, c'est plate, on est sélectif un petit peu dans ce qu'on récupère, mais on essaie d'en récupérer le plus possible pour justement leur redonner une deuxième vie. Oui, c'est ça. Mais souvent, on a ça, des meubles chez nous, on a peur de s'en départir. Tant qu'on sait qu'ils vont avoir une meilleure fin de vie, dans le fond, ça nous permet d'avoir un endroit où les donner parce que souvent, on a plein d'idées en tête. Là, moi, j'ai des meubles chez moi que je le sais qu'il doit y avoir une seconde vie, mais il n'y a pas de place chez moi nécessairement. Alors, tu sais, c'est un bel endroit, dans le fond, pour, à la limite, communiquer avec toi. Puis, ça peut même être des pièces qu'on va récupérer aussi pour, quand on va donner nos cours, offrir aux gens de travailler sur ces pièces-là durant les cours aussi. C'est des choses qui peuvent se faire. OK. Je suis Ève Sepinard, restauratrice, conservatrice de meubles anciens et rembourreur. Vous êtes à la Mémoire de l'artisan présentement, au 484 boulevard du Séminaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Numéro de téléphone 514-250-7752. Puis suivez-nous sur Internet à mémoiredelartisan.ca. Merci. Donc voilà, je suis de retour à la maison. J'ai vraiment tripé à rencontrer Ève. J'ai appris plein de choses. C'était vraiment étonnant de voir à quel point c'est un art de travailler la restauration de meubles. Elle nous expliquait les défis, dans le fond, de travailler avec des meubles anciens. C'est super intéressant. Plein d'idées pour amalgamer des meubles que vous aurez restaurés dans vos décors. Même si le prix est égal à du neuf quand on fait une restauration, dans le fond, notre meuble est beaucoup plus durable. Donc, sur le rapport qualité-prix, c'est extrêmement plus rentable d'aller vers des meubles restaurés. J'espère sincèrement vous avoir donné envie de repenser vos habitudes de consommation au niveau des meubles et du design de votre maison, que vous aurez le goût d'adopter des nouvelles habitudes qui seront plus éco-responsables. Parfois, on n'est pas prêt à passer à l'action, mais juste le fait d'être informé sur ce type de métier-là, peut-être que plus tard, vous aurez la suggestion à faire à quelqu'un. Donc, gardez ça en tête. C'est une option extrêmement intéressante. J'espère que je vous ai donné des outils qui sont simples et concrets. Allez sur Pinterest, c'est vraiment un bonheur de consulter ces photos-là. C'est vraiment une banque d'inspiration incroyable. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-lui un pouce, ça fait toujours plaisir. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous juste en dessous en cliquant s'abonner et activez la cloche afin de recevoir les prochaines capsules. Venez nous rejoindre sur notre Facebook Écotruc avec un S. J'ai tellement de plaisir à faire ces capsules-là. Je vous remercie infiniment d'être là. C'est un réel bonheur de vous retrouver à chaque semaine. Merci grandement de suivre Écotruc, de nous partager. C'est un pur bonheur. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine capsule Écotruc. Ciao! Je suis dans la caméra, comme ça je suis un peu de côté. C'est bon. On voit pas? Là on voit? On voit pas. On voit. On voit? On voit. On voit pas. Puis le focus c'est bon. Focus, c'est bon. Je suis dans la petite face dans la caméra.